Alors, je vais vous présenter notre prochaine conférencière. Maître Stéphanie Lelièvre est avocate chez Montmorency Société d'avocats. Elle soutient et conseille les commissions scolaires dans leur processus d'acquisition et de gestion contractuelle depuis de nombreuses années. Elle agit régulièrement comme formatrice et conférencière dans sa matière. Alors, je cède donc la parole à Mme Stéphanie Lelièvre qui vous présentera son atelier intitulé « Retour sur les évaluations de rendement en 2018, qu'en faisons-nous? » Merci. Bonjour tout le monde. Alors, d'abord, merci de l'invitation. De nombreuses années, pas tant nombreuses, là, juste quelques années. Alors, écoutez, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je devrais scraper le micro, fait qu'on va se perdre, vous me ferez des signes quand ça va commencer, puis on devrait emmêler aussi les acétates une fois ou deux. Alors, aujourd'hui, le sujet, les évaluations du rendement, c'est un sujet dont on parle depuis quelques années quand même. Mais je sais que vous n'êtes pas friands. Faudra en faire plus. Vous êtes frileux. Blague à part, c'est une formation, je dirais, c'est une formation, une réflexion que j'ai faite il y a quelques années. On l'a fait quand c'est commencé. On l'a travaillé avec différentes commissions scolaires, avec des établissements de santé, avec d'autres organismes publics aussi. Puis à chaque fois, de remettre ce sujet-là sur le tapis, de réfléchir à nouveau aux enjeux, à comment on peut l'intégrer dans nos organisations et dans nos agendas, je vais le dire comme ça. Comment on fait pour s'améliorer, être efficace, puis en même temps, être aussi correct par rapport aux fournisseurs qu'on évalue. Parce que c'est une procédure intéressante, oui, mais qui peut avoir des conséquences sur le fournisseur. Et ça se pourrait dans la vie qu'il n'y ait pas la même vision que nous. C'est quand même quelqu'un qui est venu faire son travail. C'est quelqu'un qui s'est présenté. Peut-être pas correct, peut-être pas très bien, mais il l'a fait. Et nous, on est un organisme public qui n'a pas eu peut-être le choix de faire affaire avec lui, mais qui a fait affaire avec lui. Alors, l'évaluation du rendement, c'est la suite de cette relation-là, qui a peut-être été houleuse, qui n'a peut-être pas été satisfaisante, mais qui doit se terminer. Et là, on a un outil d'évaluation qui nous est donné. Alors, encore faut-il bien le saisir, bien le cerner, pour être capable de l'utiliser lorsque ça va être efficace. Dans le fond, on a un principe d'ouverture des marchés. Puis ce principe-là d'ouverture des marchés, il n'est pas arrivé en 2008 avec la loi, là. Il est arrivé avec les accords au début des années 90. C'est sûr que ça a pris quelques années avant qu'on commence à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, la portée que ça avait. Et qu'on voit que ça nous limitait dans certains aspects pour dire à quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, ou quelqu'un avec qui je me suis chicanée, ou quelqu'un avec qui je me chicane encore devant les tribunaux, bien, je suis encore obligée, peut-être, de faire affaire avec lui dans un autre contrat. Puis vous savez, ce n'est pas une question de dire « je t'aime pas », mais un litige, pour ceux et celles qui ont vécu un litige à la suite d'un contrat qui a mal tourné, c'est pas simple, là. C'est pas agréable, un litige. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend toutes sortes d'affaires qui font en sorte que de faire affaire avec cette personne-là tout de suite demain matin encore, dans le même genre de contexte, c'est pas nécessairement évident. Malheureusement, le principe d'ouverture des marchés, il ne nous permet pas de venir exclure une entreprise parce qu'on ne l'aime pas, parce que ça va mal, parce qu'on est en litige. Ce serait se faire justice soi-même, d'une certaine façon. Alors, il a fallu que le législateur y pense, et il l'a fait par le biais de l'évaluation du rendement. Il l'a fait, puis il l'a fait d'une façon, somme toute, assez simple, d'un certain point de vue. Parce qu'au final, il y a un processus qui existe, qui est là, mais ce processus-là n'est pas soumis à une autorité autre que votre dirigeant. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas un processus qui finit par un tribunal supérieur, par un tribunal administratif, par un arbitre, par un processus de médiation, ou je ne sais trop, qui viendrait revalider l'évaluation que vous avez faite. Évidemment, il y a toujours une cour quelque part qui peut avoir un pouvoir. Hein? Si on abuse de notre droit, quelqu'un pourrait nous le dire. C'est pourquoi il faut s'assurer de bien comprendre ce processus-là et de bien le faire. Mais une fois que je le fais, là, je viens répondre à mon problème ici.
Et là, je me donne un certain temps pour penser mes plaies et je donne un certain temps à l'autre pour améliorer ses points négatifs. Puis ultimement, un jour, on fera peut-être affaire ensemble si, au détour d'un appel d'offres, ben c'est lui l'adjudicataire. Mais dans le fond, le processus ici que le législateur a établi, c'est un processus qui nous garantit, entre guillemets, une certaine probité et qui garantit à l'autre un certain respect de ses droits et qui fait en sorte que, pour l'instant, le législateur nous laisse aller tout seul. Si je suis le processus et que je le fais bien, en théorie, au final, la décision qui sera prise sera juste et peut-être qu'effectivement, si le rendement est considéré insatisfaisant, je pourrais me réserver le droit de ne pas retenir sa soumission pour une période de 2 ans. 2 ans, c'est-tu assez, c'est-tu pas assez? Écoutez, on pourra en parler pendant des heures. C'est le législateur qui a décidé que c'était 2 ans. Peut-être qu'un jour, il va se ranger puis il va aller plus loin, à 3, à 4. Mais je vous le dis, plus le législateur va avancer dans un délai, plus le législateur va avancer dans des conséquences à l'endroit de l'entreprise qui est concernée par ce rendement, puis là, je parle du rendement insatisfaisant, évidemment, bien, plus il va falloir que notre processus soit bon, soit fiable et soit légal. Parce qu'à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui va venir dire, bien, plus les droits sont affectés, plus le processus doit être, on va dire, contradictoire. Alors, on va commencer à travailler avec ce processus-là de 2 ans, mais on va le faire. Puis on ne va pas se dire, bien, ça ne vaut pas la peine, c'est juste 2 ans. On va le faire, on va s'habituer, on va prendre des meilleures façons, puis je vous le dis, après 2, 3, vous allez être les kings. Fait que ça sera même plus difficile. Il faut juste le faire. Alors, quel est-il, ce processus-là? On va le revoir dans le détail. J'ai une évaluation du rendement insatisfaisant que je peux faire à la fin d'un contrat ou j'ai une évaluation à faire si je suis en technologie de l'information. Bon, on règle ça tout de suite là, en 2016 dans le cadre des technologies de l'information. Puis probablement, compte tenu des particularités liées à ce type de dossier-là, le législateur il a dit c'est du rendement satisfaisant ou insatisfaisant. Très bien. Alors, on le fait, on n'a pas le choix. En conclusion, vous me permettrez de revenir sur le levier du rendement satisfaisant. Qu'est-ce que ça peut nous donner? N'est-ce pas le propos d'aujourd'hui? Puis je vous dirais qu'on pourrait en avoir pour une autre heure et demie à essayer de le voir davantage comme un outil d'amélioration de la qualité de nos propres organisations, ce qui serait très, très intéressant, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Alors, je vais beaucoup plus parler du rendement insatisfaisant, mais le rendement satisfaisant, vous comprenez que ça revient un peu au même. Alors, je constate donc que j'ai un rendement ordinaire. Hein, on va dire comme ça, de quelqu'un, où j'arrive à la fin d'un contrat en TI, je lance un processus. Je lance un processus où je vais faire des constats, moi, dans mon organisation, où je vais échanger avec l'entreprise concernée relativement à ces constats-là. Puis quand ils ont dit « échange », là, ça veut dire que j'y donne de l'information, puis que lui, il rétroagit, puis qu'il peut me donner de l'information dans cette rétroaction-là. Et finalement, j'ai quelqu'un qui est mon dirigeant, alors qui qu'il soit, conseil, CE ou DG, qui va venir statuer sur les échanges. Hein? Il va regarder mes constats, il va regarder la rétroaction, puis lui, il va prendre une décision. La décision qu'il va prendre, ça va être de dire, oui, je reconnais ce que ma commission scolaire dit, ou, ben non, je ne le reconnais pas. Indirectement, qu'est-ce qu'il reconnaît quand tu fais ça? Peut-être qu'il reconnaît ce que le fournisseur dit, mais peut-être aussi qu'il ne reconnaît même pas ce que le fournisseur dit. Il dit, trop mêlé, cette affaire-là, je ne m'en occupe pas. C'est son droit. Alors, dans le fond, c'est simple, c'est 3 étapes. 1, 2, 3. Et là, ça me donne le droit, si je le veux, de ne pas retenir la soumission de cette personne-là pendant 2 ans. Là, je l'ai mis là, on n'en discutera pas, mais n'oubliez pas une chose, l'évaluation du rendement peut être faite si vous mettez un terme à un contrat pour cause. Peut être fait également si le fournisseur part avec sa soumission qui est la plus basse puis refuse de donner suite au contrat. Vous pouvez le faire quand même. Mais là, l'utilité, disons qu'elle est moindre. Pourquoi? Parce que la loi, le règlement, vous donne déjà la possibilité de ne pas retenir ces gens-là pour 2 ans, d'une façon automatique. Là, c'est logique. Le législateur dit si la commission scolaire elle a fait un processus de résiliation pour cause,
il y a une réflexion d'insatisfaction qui s'est faite. Il y a des constats qui ont déjà été faits d'insatisfaction, qui ont déjà, en théorie, été transmis à l'autre partie, soit par une mise en demeure, soit par une résiliation pour cause. Alors, comprenez-vous que je n'ai pas besoin de chercher le midi à 14 heures puis de refaire un processus. Même chose, si l'autre se sauve puis ne donne pas de suite à un contrat, bien, le législateur, il présume qu'il n'est pas fiable. Fait qu'il dit, va réfléchir 2 ans, puis après ça, on verra si tu es capable d'être fiable. Alors ça, négligez pas ça, évidemment, dans votre organisation, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'évaluation du rendement. Alors là, on vient de se dire, c'est le fun ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'il y a un beau processus, il me permet d'aller travailler au niveau de la qualification, dans le fond, de l'admissibilité de certains fournisseurs pendant 2 ans. Mais là, ça va s'en venir encore plus intéressant. Puis je n'irai pas loin là-dessus parce que je ne suis pas le législateur, puis je ne connais pas jusqu'où ça va aller, tout ça. Mais là, on a une raison de plus pour encore s'intéresser à l'évaluation du rendement puis le faire correctement. Et c'est ce que le législateur nous apporte avec le projet de loi 108 qui a été adopté au 1er décembre, c'est-à-dire que maintenant, l'Autorité des marchés publics aura la responsabilité de tenir un sommaire des évaluations du rendement. Bon, comment ça va se faire, je ne sais pas, je ne suis pas l'autorité. Cela étant dit, ce qu'on en sait quand on lit le nouvel article 2149 nous donne des pistes intéressantes. C'est-à-dire qu'on nous dit, il va y avoir un sommaire, il va être tenu par l'autorité, il va être accessible aux organismes publics. Donc, c'est de l'information auquel moi, commission scolaire, je vais avoir accès. Donc, je vais avoir accès à certaines évaluations du rendement de quelqu'un. De qui? On va le voir dans un règlement à venir qui va nous dire qui transmet les évaluations du rendement ou certaines informations d'évaluation du rendement à l'AMP, de quelle façon ça va être fait, puis évidemment, pour nourrir ce fameux sommaire-là, qui va être utilisé, là, on sait parce que le législateur nous donne une piste en nous disant, notamment pour faire une cote de rendement pour l'évaluation de la qualité, notamment. Donc, peut-être autre chose, peut-être que le législateur a d'autres idées dont il nous fera part en temps opportun, mais chose certaine, l'évaluation du rendement, là, on apprend qu'elle va servir à autre chose que le fameux 2 ans. Puis, on peut imaginer, rien qu'en lisant ça, l'intérêt, dans une évaluation qualitative, au lieu de courir les références à droite puis à gauche de gens qui ne veulent pas nous dire la vérité, c'est pas vrai, en tout cas. Disons qu'ils mettent des gants blancs pour nous dire les bonnes choses, d'avoir une cote de rendement que je pourrais intégrer dans mes évaluations. Rendement effectué en toute légalité par un autre organisme public qui pourrait être de même nature que moi. C'est intéressant, ça. Alors là, l'intérêt devient encore plus grand. Fait que là, on en fait. Qui évalue le rendement? C'est qui chez vous qui le fait? Bon, c'est la commission scolaire, très bien. C'est qui la commission scolaire? Bien, je pense qu'il y a intérêt d'identifier quelqu'un. Puis j'oserais dire quelqu'un au début du contrat. Pourquoi? Parce qu'on va voir que l'évaluation du rendement nécessite une connaissance de l'organisation, oui, mais du besoin qui devait être comblé par mon acquisition, puis aussi du niveau d'obligation contractuelle qu'il y a dans le contrat. C'est quoi que je t'ai demandé à toi comme entreprise? Alors, je dois avoir, dès le départ, cette information-là pour pouvoir me préparer. Mais là, je ne vous dis pas qu'une évaluation de rendement dans un contrat, ça prend quelqu'un à temps plein. C'est pas ça que je vous dis. Ça prend juste quelqu'un qui se sent investi dès le départ de cette mission-là. Évidemment, si vous dites, bien, chez nous, c'est tout le temps la même personne, bien, c'est le fun, ça crée une expertise. OK. Maintenant, je ne suis pas certaine que tout le monde a la même connaissance de chaque milieu, de chaque contrat. Alors ça vous appartient. Pour moi, ce qui est important, c'est que quelqu'un soit en charge. Cette personne-là, elle va devoir collaborer avec les gens de ce milieu-là. Alors, par exemple, c'est un contrat de déneigement. J'ai besoin que cette personne-là sache qui sont les personnes en charge du déneigement au niveau, mettons, du service, d'une part, puis qu'elle sache que chaque école a du déneigement. S'il y a une école qui n'a pas de déneigement, il faut qu'elle sache aussi, puis il faut qu'elle sache de quel genre de contrat elle a, puis combien de fournisseurs donnent du déneigement dans la commission scolaire. Elle collabore avec ces gens-là pour évaluer le rendement. Elle peut être une de ces personnes-là. Vous pourriez décider que celui qui va évaluer le rendement, c'est le directeur de l'école, parce que ce contrat de déneigement-là, c'est pour cette polyvalente-là, c'est tout. Ça peut être ça.
Là, vous y expliquerez quelques affaires avant, par exemple. Alors, évidemment, les qualités recherchées, bien, je les mets là, mais une capacité d'analyse, une capacité de synthèse, de rédaction, mais ce n'est pas un roman là, qu'on veut. On veut juste quelqu'un, moi je vous dirais, ce qui m'importe beaucoup, là, c'est d'analyse et de synthèse, d'une part, parce que justement, ce n'est pas une brique qu'on envoie. Analyse, c'est important parce qu'il faut analyser non seulement ce qu'on voit, mais ce qu'on va recevoir du fournisseur, et capacité d'être neutre et ouvert. Pourquoi? Parce que déjà qu'on n'est pas vraiment indépendant et impartial, là, on représente la commission scolaire, puis on est là pour aller évaluer si on a reçu un bon service. Tout de suite en partant, là, ça ne fait pas très vérificateur externe. Mais même dans ce rôle-là, il est important de savoir être neutre. Par exemple, admettons que le gars, mon fameux directeur d'école, lui, il n'est pas le responsable, mais lui, je l'appelle pour savoir comment ça a été son déneigement. Ah, il court! Écoute, et là, il faut déceler, est-ce que c'est de l'insatisfaction réelle ou y a-t-il un conflit de personnalité? Puis, je ne vous dis pas que c'est tous des conflits de personnalité, mais des fois, peut-être pas un déneigement, remarquez bien, mais dans un contrat de service où il y a eu des relations, ça se peut, ça. 2 personnes qui s'aiment moins, 2 personnes qui se crêpent le chignon. Fait que c'est sûr que ça, il va falloir le démêler à un moment donné. Donc, capacité d'être neutre et ouvert, je vous dirais, c'est mon numéro 1. Après, bien, ça serait mieux qu'on soit capable d'écrire un petit quelque chose correctement. C'est quoi évaluer le rendement? Je me suis amusée, j'ai fouillé un peu partout dans les dictionnaires, je ne vous les lirai pas. Évaluer le rendement, c'est de déterminer la valeur de ce qui m'a été donné. C'est d'aller porter un jugement sur ce que j'ai reçu, sur le produit du travail réalisé. Fait que dans le fond, je vais voir ce qui m'a été donné, puis je le questionne, puis je donne mon avis. C'est quand même bien. Je reviens à qui le fait. Comprenez que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui est capable de donner un avis mesuré, raisonnable et fondé. Alors, je vais donc aller voir si j'ai été satisfait ou si, au contraire, j'ai été insatisfait. On est dans une mesure de conformité. Pour ceux et celles qui ont déjà fait des processus d'amélioration de la qualité, là, je ne vous ai pas sorti ça, là, mais on est vraiment dans le voulu et le rendu. Qu'est-ce que je t'ai demandé dans mon devis, dans mon cahier des charges, dans mes conditions contractuelles, voire par lettre, parce que je peux avoir ajusté certaines affaires à un moment donné. Puis qu'est-ce que tu as exécuté comme obligation? C'est quoi que tu m'as offert? C'est quoi qui a été reçu? Alors évidemment, je reviens à ce que je vous disais tantôt, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai demandé. Ça, je le sais au départ. Il faut après que j'aille voir qu'est-ce qui m'a été livré. Et ça, l'intérêt d'être là depuis le début, c'est de pouvoir constater tranquillement, pas vite, quelque chose qui va bien, quelque chose qui va mal. Vous savez, un contrat, ça peut partir mal au début. Ça peut aller mal à la fin. Ça peut aller mal juste un bout dans le milieu. Alors, évidemment, il faut pouvoir saisir au bon ces éléments-là. Ça ne veut pas dire, si ça va mal 2-3 fois dans le milieu, puis tout se rétablit, que je suis obligée de dire « je fais un rendement satisfaisant ». Puis même si j'en faisais un, que je suis obligée de conclure au rendement satisfaisant. Mais ce que je suis obligée de faire, par exemple, c'est de mesurer la demande et l'exécution. Ce qui veut dire que je ne mesure pas d'autre chose. Et là, vous êtes confronté comme évaluateur à des choses tout à fait légitimes de la part de vos clients. Mon directeur d'école, c'est pas ça qu'il voulait, lui. Il y a eu ce qui était demandé dans le contrat, mais lui, c'est pas ça qu'il veut. Parce que lui, là, dans son école, il y a plein de parents qui viennent porter les enfants là, à tous les matins très tôt au service de garde. Là. Puis c'est plate, mais c'est pas à 7h30. C'est pas à 7h30 qu'il faut que ça soit déneigé. C'est à 7h moins quart en avant du service de garde. Puis nous autres, on avait mis dans le devis 7h30. Alors, il n'est pas content. Vous pouvez bien le voir. Vous pouvez l'écrire si vous voulez, mais ça ne sera jamais de sa faute à lui. Jamais.
c'est de votre faute à vous autres. Fait qu'on prendra ça ailleurs dans nos notes, mais vous ne pouvez pas mesurer les écarts de satisfaction ou les écarts d'attente des gens. Ça se peut que les gens ne sont pas contents parce que vous avez un devis qui ne répondait pas à ce qu'ils veulent. C'est une autre question. Et ça ne va pas dans l'évaluation du rendement du fournisseur. Ça va peut-être dans un autre genre de bulletin. Ça va pour ça? Oui. Bonjour. Alors, je me posais la question, quand il y a une faute professionnelle dans le cadre de l'exécution d'un contrat, est-ce que ça devrait faire partie de l'évaluation de rendement ou si on devrait vraiment le traiter séparément? Qu'est-ce que vous voulez dire par faute professionnelle? Par exemple, un avocat qui ne respecte pas le Code civil, mettons? Non, on va prendre un autre professionnel. On prend, par exemple, une firme de professionnels qui, par erreur, fait un prélèvement, puis que là, il y a une fuite de mazout, ce genre de truc. Donc là, on a un problème majeur. En fait, vous avez un problème majeur et vous pouvez le traiter sous différents angles. Parce qu'évidemment, comme vous dites, il y a une faute professionnelle, donc il pourrait à la limite avoir un litige, une action en justice pour réclamer les dommages de la commission scolaire. Cependant, la demande en justice, si elle ne s'accompagne pas d'une résiliation pour cause du contrat, ce que vous ne ferez peut-être pas, elle ne vaut pas pour l'évaluation du rendement. Donc, si vous voulez l'écarter pendant 2 ans, vous allez devoir faire cette évaluation-là. OK? Si on était comme là, par exemple, ce professionnel-là, admettons qu'il est soumis à un code de profession et que vous souhaitez faire une plainte déontologique, vous pouvez la faire en plus de tout ça, mais votre faute déontologique non plus ne pourra pas servir d'évaluation. Par contre, ce qui a fait l'objet soit de votre réclamation en justice, soit de votre faute déontologique, votre exemple me suggère, par exemple, un défaut de sécurité. Alors, on pourrait regarder au contrat, dire, bien, lorsqu'il fait ses prélèvements, on lui demande généralement de s'assurer qu'il respecte les règles de l'art, les normes entourant l'environnement, toute bébelle, là, que vous connaissez plus que moi. Bien là, évidemment, on pourrait aller questionner ça dans notre évaluation du rendement pour dire, écoutez, c'est pas normal quand je demande un prélèvement, qu'il y a une fuite de mazout, puis que je me ramasse avec 250 000 de dommages. Alors oui, ça pourrait faire partie de ce que vous questionnez. Mais c'est pas parce que c'est une faute professionnelle que c'est exclu, mais c'est surtout que l'évaluation du rendement, selon moi, répondra pas à la majorité du problème de la commission scolaire, qui est d'avoir on va dire un dommage, une compensation pour son dommage. Ça va pour ça, c'est le nerf de la guerre. Alors, ça veut dire donc que je vais trouver ce que j'évalue dans des papiers, hein, dans des papiers qui vont généralement être mon devis, mon cahier des charges, mon contrat. Ça tourne autour de ça. Ça peut être un peu ailleurs, mais ça va être là. Fait que je vais aller voir, est-ce que quand je t'ai demandé cette photocopieuse-là, tu me l'as livrée, est-ce qu'elle répondait aux spécificités? Vous le savez, des fois, hein, c'est oui, c'est conforme, puis quand on arrive et qu'on le fait, c'est le piton, là, il ne marche pas. Bon, c'est fun. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été répondu dans ce que j'avais demandé. Peut-être que je ne suis pas allée en résiliation pour ça, j'ai fait avec, mais il y a quand même un défaut ici. Peut-être que dans le mandat que j'ai donné au niveau du devis, on n'a pas fait l'ensemble de ce que j'avais demandé. Peut-être qu'on n'a pas respecté mon budget. C'est-tu une faute? C'est-tu pas une faute? C'est pas important. Moi, je suis insatisfait. Le budget n'a pas été respecté. À charge pour lui de me dire pourquoi, puis ultimement, je vais me prendre une position. Les modalités de facturation, vous demandez une facturation aux 30 jours, il vous en fait une aux 90 jours, ça mêle toutes vos affaires. Ou vous avez convenu avec lui qu'il facturait aux 60 jours, puis il n'arrête pas de vous envoyer des factures aux 15 jours en vous demandant de le payer parce qu'il rappelle sa marge de crédit. Bien le fun, là, mais moi, c'est pas ça qui était convenu. Respect des délais, livraison, échéancier, délai d'exécution, tout ça fait partie des éléments importants. Les engagements, les garanties, vous pouvez le faire. Là, l'entretien et la garantie, j'ai le goût de vous dire, le défi peut-être, c'est la fin du contrat arrive quand? Hein? Parce que, vous savez, je peux acheter quelque chose, puis là, après ça, j'ai ma garantie. Alors, j'ai ma fin de mon contrat d'acquisition, et là, l'accessoire qui est la garantie se poursuit. Alors, évidemment, peut-être que mon problème de garantie, je ne l'aurai pas 60 jours avant la fin du contrat initial, mais un petit peu plus loin. En tout cas, si ça vous arrive, ayez juste ça à l'esprit. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas nécessairement inscrit dans le contrat noir sur blanc, mais qui en découle. Le civisme. S'adresser respectueusement aux gens. Respecter les horaires d'ouverture.
être collaborateur. Toutes ces choses-là qui font partie de la bonne foi entre les parties lors de l'exécution d'un contrat. On ne l'écrit pas toujours dans notre contrat qu'il faut être de bonne foi, mais c'est toujours là. C'est partout dans tout le Code civil. Alors ça, c'est important de pouvoir le mesurer aussi, parce que des fois, vous allez avoir quelqu'un de bien correct. Mais mon Dieu, qui n'est pas du mort. Là, plus personne ne veut ouvrir la porte quand il vient livrer. Super. Alors évidemment, c'est important de pouvoir nommer ces insatisfactions-là, même si je ne suis pas capable de dire c'est à la clause 14.02 du contrat. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on sait, nous, que c'est un problème, puis que ce n'est pas comme ça que ça marche dans l'exécution d'un contrat. Je me suis posé la question, vous pouvez avoir d'autres éléments, là, évidemment, on ne fera pas la liste de tout ça, ça va dépendre. Dans un contrat d'entretien, je vais avoir quelque chose. Dans un contrat d'achat de matériel, je ne sais pas, moi, de plomberie, ça va être d'autres choses. Puis tous ces sujets-là, puis toutes ces obligations-là ne sont peut-être pas à mesurer. C'est peut-être pas important d'aller tout regarder. Par exemple, si je suis dans un rendement satisfaisant, choisissez des sujets d'intérêt. Si vous êtes dans un rendement insatisfaisant, mais là, on le verra tantôt, ils vont vous puncher, les sujets. Vous allez les voir. Allez-vous toutes les garder? Bien, peut-être que ça va être long, là. Mais ça appartiendra à la discrimination de celui qui fait le rapport. Alors oui, il y a d'autres éléments pertinents, certainement, dépendamment de la nature de l'acquisition que vous allez avoir. Je me suis posé la question. Est-ce que ça serait intéressant d'identifier au tout début les sujets que je vais vouloir évaluer? Je me disais, oui, dans un rendement satisfaisant. Oui, en TI, où vous allez avoir l'obligation de faire quelque chose, ça peut être intéressant. Parce que tout de suite, vous pouvez vous faire un outil pour vous aider à recueillir l'information. Dans du rendement insatisfaisant, je trouve ça un peu bête d'identifier à l'avance qu'est-ce qui va mal aller. Et là, je me dis, ça va peut-être être un aveu qu'on le sait que notre devis n'était pas parfait. Fait que peut-être qu'on n'aurait pas avantage à le faire. Mais cela étant dit, peut-être qu'on peut, si on se projette davantage dans quelque chose qui a un certain lien avec la qualité, avec la mesure de qualité, peut-être qu'on pourrait le faire. Mais ce n'est pas un incontournable pour moi, à tout le moins dans un rendement satisfaisant, de l'identifier, quand je dis à l'avance, là, au tout début. À un moment donné, il va falloir l'identifier, par exemple, ça va être un incontournable. Quand j'évalue? J'évalue quand? Bien, j'évalue, selon le législateur, au plus tard, 60 jours après la fin du contrat. Bon, la fin du contrat, la fin des obligations majeures. Puis là, faites attention, là, la fin du contrat en construction ou l'hypothèque légale, là, c'est pas ça. Là. On est dans la fin d'un contrat. Donc, j'ai terminé la majorité de mes obligations. Fait que vous pouvez commencer n'importe quand. Vous pouvez commencer au jour 2 si vous voulez à faire votre évaluation de rendement. Encore là, si je débute trop tôt, puis que là, je suis un peu agressif comme évaluateur, bien là, je vais mettre mon fournisseur dans un drôle de mode. Puis peut-être que s'il y a un petit détail qui ne va pas, je vais juste empirer les affaires. Je ne m'aiderai pas. Je vais peut-être créer de la suspicion aussi à l'endroit du fournisseur, parce que c'est rare que vous appelez vos directions d'école, mettons, pour demander, puis peut-être le déneigeur, vous l'appelez, par exemple, mais mettons, puis les boulons sont à ton goût? Ça se pourrait qu'on ne fasse pas ça souvent. En même temps, un processus débuté trop tard va être dans la hâte. C'est peut-être pas mieux. Ça peut manquer de rigueur, parce que je peux tourner les coins ronds. Fait que dans le fond, quand un contrat vient à échéance, on le sait. Hein, on est habitué, souvent il y a des renouvellements à regarder, il y a un processus d'appel d'offres à réfléchir. Fait que quand on est dans la réflexion de je retourne-tu, je renouvelle-tu, c'est le temps de commencer notre processus en se disant, bien, c'est le temps d'évaluer aussi. Et là, de lancer, en même temps que les processus de renouvellement et ou d'appel d'offres, de commencer notre réflexion. Les bonnes pratiques, dans le fond, c'est débuter vers la fin, comme je vous dis, quand c'est le temps de penser à la suite. Mais la meilleure bonne pratique, c'est encore celle-là. Aviser le contractant des insatisfactions au fur et à la mesure. Puis là, ce n'est pas celui qui est en charge de l'évaluation du rendement nécessairement qui fait ça, là. Ça peut être la même personne. Mais c'est important de nommer qu'on n'est pas content. Ça se peut qu'on ne le sache pas. Si on ne le sait pas, on ne peut pas le dire. Mais quand on le sait, c'est important de dire.
pas aux 5 minutes, mais une fois de temps en temps, peut-être, un coup de fil, écoute, là, c'est parce que c'est toujours 2 jours après la date de livraison prévue. Y a-t-il un problème? Oui, il y a un problème, bien, règle-le. Donc, c'est bien aussi de se prendre des notes. C'est sûr qu'on a le temps, là, je comprends. Mais si on se prend des notes, ça aide aussi parce que des fois, il y a des conversations téléphoniques comme ça, on se parle 2-3 fois, mais quand on a des notes puis qu'on arrive à faire une vraie évaluation du rendement, on a des notes, on a des dates, des interventions qui ont eu lieu. Donc, pour certains contrats qui sont parfois plus à surveiller, je trouve que ça aide de se garder des notes parce que des fois, c'est des contrats de 3 ans. Puis pour revenir dans le passé, parce que le fournisseur va peut-être dire « Ah, tu m'avais pas dit ça comme ça. » Ou puis quand on va revenir là-dessus, les écrits, ça aide beaucoup sans faire des longues histoires. Là. Puis ça nous aide, non pas juste pour l'évaluation du rendement, mais tu ne sais jamais quand est-ce que ça va aller assez mal pour être obligé d'intervenir. Tu sais, dans le fond, le travail qui est fait là, il sert à plusieurs sauces. Là. Moi, ce que j'ai fait, puis ça m'est arrivé dernièrement, c'est ça. J'avise le fournisseur, je lui dis, on a eu une discussion. Je vais juste envoyer un petit compte-rendu courriel, date et heure, on s'est parlé, on s'est entendu que, puis on continue parce qu'on veut leur donner leur chance. Mais à un moment donné, bien, c'est ça. Ça peut être utile après. Ça peut être utile, puis ça va être utile parce que peut-être que ça règle le problème. Puis peut-être qu'à la fin, quand il va venir se plaindre, pas se plaindre, quand il va venir rétroagir à notre plainte, entre guillemets, qui va être dans l'évaluation du rendement, mais là, tu peux lui dire, je te l'avais dit. Ça ne s'est juste pas amélioré. Maintenant, ce n'est pas un incontournable non plus. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas avisé que tu ne peux pas faire d'évaluation de rendement. Mais disons que ça fait partie des bonnes pratiques à intégrer. Évidemment, toujours faire attention parce que je peux commencer 60 jours après la fin, ça c'est une chose, mais je ne peux pas dépasser 120 jours de la fin. Alors là, 120 jours de la fin, pour plusieurs contrats qui se finissent dans le coin de mai-juin, alors que vous n'avez rien à faire, c'est sûr que vous pouvez tout faire ça, là, mais comprenez, mai-juin, vous êtes occupé. Là, il y a l'été, il y a les vacances, tout ça, fait que ça va vite, ça peut aller très vite, 120 jours. Alors, une fois que tous ces détails de qui, quand, où sont réglés, on fait quoi quand on évalue? Là, je vais faire avec vous autres le processus d'ensemble. On va tout le revisiter section par section. Là, c'est un avocat qui a fait ça. Hein? J'aimerais ça que tout le monde l'aille à l'esprit. Ce qui veut dire que tous les petits bouts sont là. Ben, peut-être pas toutes, je ne garantis pas ça, mais la réflexion, elle est poussée. Ça veut dire que ce n'est pas toutes ces petites lignes-là qu'on va toutes faire dans toutes les évaluations du rendement. Là. Voyez pas ça trop gros. C'est somme toute assez simple. Et dans le fond, comme quelqu'un me disait hier, c'est le premier qui est tough. Après, ça va bien. C'est vrai. Peut-être les 2-3 premiers, dépendamment de la nature du contrat qu'on évalue. Fait que l'étape 1, c'est de la cueillette d'informations. L'étape 2, c'est de l'analyse d'informations, puis une rédaction de projet de rapport. L'étape 3, c'est de le donner au contractant. On arrive dans ma deuxième étape d'échange. L'étape 4, je reçois sa rétroaction et j'analyse qu'est-ce qu'il me dit. 5, je révise le rapport que j'ai fait au départ et je conclus. Parce que là, j'ai toutes les informations pour conclure ce que j'ai constaté moi, ce qu'il m'a dit, et là, je décide. Ensuite, je vais me faire valider par mon dirigeant qui me dit oui ou qui me dit non. Et là, je transmets l'information au co-contractant. C'est simple. Mais ça prend quand même un certain temps. Pas trop de temps, mais un petit peu. Pourquoi? Étape 1, cueillette d'informations. Là, dépendamment de comment vous travaillez, cette étape-là peut être longue ou plus courte. Dépendamment de la nature du contrat aussi, ça peut être long ou ça peut être court. Pourquoi? Parce que là, je dois aller valider un peu partout, soit chez nous au service, soit auprès des utilisateurs, soit auprès de d'autres services impliqués, soit auprès du RAC ou du dirigeant, un ensemble d'informations sur l'exécution de ce contrat-là. On prend pour acquis que je sais déjà ce qui a été demandé parce que je l'ai fait au départ. Alors là, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui a été exécuté. Fait qu'évidemment, si j'ai un contrat de photocopieur dans toutes mes écoles primaires, bien, comprenez-vous que les utilisateurs, c'est plusieurs personnes. C'est clair que c'est beaucoup plus long que si j'évalue
Par exemple, un mandat donné, on va prendre le cas de madame, un mandat donné pour faire un forage XYZ, où ça s'est fait avec 3 personnes autour, là. C'est sûr que j'ai moins de gens à sonder. Si je suis la personne responsable du contrat, qui a toujours fait le suivi au fur et à mesure, j'ai probablement toute l'information ou presque dans mon dossier, surtout si je suis quelqu'un qui prend quelques notes ici et là. Alors, c'est moins long. Fait que là, ça dépend de la nature du contrat et de comment vous avez organisé, comme responsable de l'évaluation, la première étape de votre futur rapport. Il y a des documents que je peux consulter aussi. On aura déjà le cahier des charges, le devis, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des lettres, des échanges? On parlait d'avis tantôt. Ça peut être des notes personnelles de celui qui est intervenu. Ça peut être une lettre officielle qui lui a été envoyée. Est-ce qu'il y a d'autres documents? Évidemment, en construction, il y a d'autres documents. Quand on est dans les réunions de chantier et toutes ces bébelles-là, là, il y a plus de documents dans un contrat de construction que dans d'autres genres, vous le savez. Fait que là, évidemment, ça me donne encore plus de choses à regarder. Est-ce qu'il faut tout que je regarde? Je ne sais pas. Pourquoi je ne le sais pas? Parce que quand je suis dans mon étape de cueillette, qu'est-ce qui se profile? Il se profile les sujets qui ont été problématiques. Et quand je fais un rapport d'évaluation de rendement satisfaisant, j'ai déjà mes sujets, c'est ceux-là que je sonde. Quand je suis dans un rapport insatisfaisant, il faut que je détermine c'est quoi je vais y dire. Mais je ne dirai pas nécessairement. Si vous voulez y dire ce qui a bien été, c'est super fin, là. Ils vont être contents. Mais ce n'est pas nécessaire, ça. Ce qui est nécessaire, c'est de lui dire pourquoi vous n'avez pas été satisfait. Et vous savez, sur tout un contrat, ça peut être une affaire qui est insatisfaisante, mais importante, centrale, névralgique, qui fait en sorte que vous ne voulez pas qu'il revienne pour 2 ans puis qu'il s'amende. Alors que vous pouvez avoir toutes sortes de petites affaires qui, mises ensemble, vous disent, ouais, qualité ordinaire. Hein? Alors là, ça va se profiler à ce niveau-là. Et ça va générer la consultation de documents. Et là, je me questionne, est-ce que j'ai des outils à me créer pour m'aider? S'il faut que je sonde toutes mes directions d'école, puis le secrétariat des écoles, pour savoir si le photocopieur y allait bien, puis si quand ils ont appelé la compagnie parce qu'il y avait un bris, ça a bien été, puis que je n'ai pas l'information, moi, bien, faites-vous un questionnaire. Mais là, vous le savez mieux que moi, vous le connaissez, là, pas trop long, oui, non, petit commentaire. Si vous voulez du stock, là, encadrez-les. Grille d'observation, ça peut être ça. Vous pouvez la générer au début d'un contrat. Ça peut être rien. Ça peut être vous autres qui pognez le téléphone, puis qui appelez, puis qui prenez des notes. C'est votre façon de faire. Évidemment, si vous structurez une fois, comprenez-vous que pour ce type de contrat-là, c'est fait pour la vie. Si vous ne vous structurez pas, bien à chaque fois, vous allez devoir pogner le téléphone, appeler le monde. C'est à votre goût. Mais c'est important d'avoir une méthode de travail. Plus vous allez devoir sonder des gens et des documents différents. J'ai mon information maintenant, je l'analyse. C'est sûr que tout ça, hein, moi, je le crée dans 2 étapes différentes, mais dans le fond, ça va de soi, ça se fait ensemble. Je traite l'information. Là, vous devenez, évidemment, à séparer ce que les gens vous ont dit. Est-ce que c'est véritablement des faits ou ce n'est pas des faits, c'est plus des opinions? Est-ce que c'est des jugements de valeur? Est-ce que c'est, comme on le disait tantôt, des gens qui se sont crêpés le chignon toute l'année et qui règlent le compte? Écoutez, en théorie, ça ne devrait pas arriver trop souvent, mais ça se peut, tout ça. C'est à la personne qui fait l'analyse de le mesurer, d'identifier, évidemment, une fois que j'ai analysé mon intervention, est-ce que je poursuis ma démarche ou non? Bon, si je suis en processus de satisfaisant, je poursuis, pas le choix. Maintenant, si je me questionnais sur un rendement insatisfaisant, que grosso modo, bon, quelques petits problèmes, c'est assez bon, arrêtez là. Vous n'êtes pas obligé de poursuivre, en tout cas, pas jusqu'à ce jour. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Alors, mettons que j'ai assez de stock pour poursuivre, parce que là, il faut se rendre à 12h30. Là, je vais commencer à rédiger un rapport sur les sujets problématiques. Ça ne vous empêche pas, comme je vous dis, de mettre les bons sujets. Mais en général, ça ne mettra pas grand baume sur le cœur. Alors là, qu'est-ce que je fais? Règle générale. Langage clair et concis. Ce n'est pas un exercice de style. C'est pas grave si on utilise être, avoir et qu'on répète 4 fois le même mot. Hein? On n'est plus à l'école, nous autres. Ton neutre, impartial et respectueux. C'est très,
très important. Ça fait un lien avec ce que je vous ai dit au début, quelqu'un de neutre qui est capable de jouer ce rôle-là. Vous n'êtes pas un médiateur, là, quand même, mais vous êtes quelqu'un qui doit vous adresser aux co-contractants de la commission scolaire. Le langage que vous utilisez là, c'est la commission scolaire qui s'exprime. Ce rapport-là, lui, il peut faire ce qu'il veut une fois qu'il l'a, là. Il peut l'envoyer où il veut. Nous autres, on l'envoie dessus où on veut, c'est une autre histoire, mais pas lui. Lui, il fait ce qu'il veut avec. Et là, ça devient très, très, très intéressant de vous faire un canevas. Moi, j'ai écrit formulaire, un canevas, c'est pas grave, c'est pas important. Quelque chose qui vous permette, sans dire qu'on remplit les blancs, parce que là, c'est trop simple, mais quelque chose qui vous conforte dans la manière de rédiger. Hein? Donc, première page d'identification. Je suis qui, la commission scolaire, qui remplit le rapport, qui est l'entrepreneur, le prestataire de service ou le fournisseur concerné, c'est qui la personne qui est identifiée comme étant le répondant du contrat, de façon à lui envoyer. Quel contrat est questionné ici, la date de sa conclusion, la date de fin, puis le montant du contrat, mettons. Hein? Un portrait clair pour tout le monde. Imaginez-vous que l'autre bord, là, c'est peut-être pas monsieur président de sa compagnie. C'est peut-être une très, très grosse compagnie, même une multinationale, qu'il faut qu'il gère et qu'il cherche. Deuxième niveau, ben là, j'ai mes sujets. Sujet 1, puis là, vous laissez semblant. Sujet 2, sujet 3, ça peut être sujet 14, si vous voulez, mais ça peut être sujet 1, 2, 3. Et là, vous m'écrivez le sujet. Je parle ici de délai d'exécution. Je parle ici de mesures de sécurité non respectées. Je parle ici de défaut de collaborer. Je parle ici d'avoir mis en danger ma clientèle. Écoutez, vous pouvez avoir plein de sujets. Identifiez-les clairement. C'est ça que je te reproche. Après, là, il faut y dire, c'est quoi? On peut écrire, par exemple, la source de l'obligation. Mettons, article 14.2 du devis. Ou ça peut être règle de sécurité usuelle, ou ça peut être collaboration bonne foi. Puis ce n'est pas nécessaire si vous n'êtes pas capable de l'identifier clairement. Ensuite, les faits. Là, vous ne mettez pas tout. Mais si, par exemple, c'est une affaire, vous l'écrivez, s'il ne s'est pas présenté à bonne heure à peu près 12 fois à ma fameuse polyvalente, bien, écrivez-le 3-4 fois, puis je l'ai à 12 reprises. Pas obligé de dire toutes les dates. S'il veut, il va vous le demander. Et finalement, 2 éléments que vous pourriez rajouter. Rappel des avis et demandes de correctifs. Si on le fait, c'est vraiment pas mauvais de dire « Hey, chummy, je te l'ai dit. » Plusieurs fois. Ou vous ne mettez rien, c'est tout. On lui a juste pas dit. C'est pas en soi grave. C'est intéressant quand on peut le faire, par exemple. De la même façon qu'il peut être intéressant de dire « C'est pas niaiseux ce que je te dis. Ça a eu des impacts sur ma clientèle. Le mazout, ça m'a coûté une fortune. J'ai même fermé l'école. La sécurité de mes élèves a été mise en danger. Mes profs n'étaient plus capables de s'entendre, fait qu'il y avait de la misère à donner leurs cours. J'ai manqué de boulons. Je ne sais pas ce que ça peut être bien grave, peut-être, là. Mais à la limite, j'ai retardé des travaux. En soi, ça vous permet aussi, comme rédacteur, de mesurer l'importance de ce que vous reprochez. C'est pas mauvais. Parce que c'est rien que des niaiseries, ben, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Et là, vous avez ce qu'on j'appelle une conclusion préliminaire sur le rendement. C'était-tu bon ou c'était-tu pas bon? Rendu là, à moins d'être dans un rendement satisfaisant, probablement que vous allez dire, ton rendement, il a été insatisfaisant. Et là, on envoie tout ça à mon monsieur ou à ma madame. Tout ça étant, évidemment, le rapport que j'ai effectué. Qui l'envoie? Bien, le responsable à la commission scolaire qui est identifié pour faire ça ou une personne en autorité. Il y a un geste là important, hein, parce que c'est véritablement l'équité procédurale du processus. Le législateur, dans plusieurs lois et règlements, lorsqu'il enlève des droits à une administrée, que ce soit pour un permis, que ce soit, comme ici, le droit de participer au contrat public, le législateur a toujours un processus qu'on appelle d'équité procédurale. Souvent, il nous réfère à la loi sur la justice administrative. Là, il nous en a fait un.
bien, bien précis dans les articles concernés du règlement. Alors, il faut le respecter. Et cet élément-là, ici, de transmission du rapport, c'est ce qui lui donne le droit d'être entendu, d'être avisé de ce qu'on lui reproche. Alors, c'est fondamental dans votre processus. Vous ne pouvez pas l'échapper. Si vous l'échappez, votre processus, il est nul. Puis on peut l'attaquer sur sa base. Alors, évidemment, on recommande que ce soit quelqu'un en autorité ou le responsable du rapport qui le fasse et que ce soit fait par écrit, par un moyen qui vous permette de prouver la réception ou à tout le moins la transmission, mais j'aimerais mieux la réception. Par l'autre personne, il y en a qui me disent « Ouais, bien moi je l'appelle pour dire que ça s'en va. » C'est correct, si vous vous sentez capable de le faire. Là, ce qu'il faut éviter entre, si c'est la personne qui a rédigé le rapport et l'autre partie, c'est de commencer à entamer un dialogue là, qui ne sera pas respectueux du processus parce que vous n'aurez pas ces commentaires écrits. Puis est-ce que la personne à l'autre bout du fil va comprendre que si elle ne vous l'écrit pas, vous ne le considérez peut-être pas, puis votre dirigeant ne le saura pas, là, c'est beaucoup présumé. Donc, je préférerais que tout se fasse, en tout cas d'un point de vue juridique pour moi, par écrit. Le contenu, faites-vous une lettre modèle. Elle va servir tout le temps après. C'est pas compliqué, c'est quand même une lettre assez longue. Puis, ayez pas peur de la mettre assez longue. S'il la lit pas, c'est pas votre problème. C'est le sien. Alors, voici, dans le cadre du contrat, si vous mentionnez une évaluation de rendement que la commission scolaire juge à ce stade-ci insatisfaisant. Très bien. Vous avez le droit de transmettre vos commentaires par écrit à l'égard du contenu de ce rapport dans les 30 jours de la réception de la présente. Si vous ne répondez pas, le dirigeant pourra maintenir les conclusions et votre rendement sera déclaré insatisfaisant. Si vous répondez, il y aura évaluation de vos réponses, blablabla. Les conséquences possibles, c'est que vous perdiez, qu'on va avoir le droit de se réserver la possibilité pendant 2 ans de ne pas analyser vos soumissions. Ça fait une lettre, bien, ça ne fait pas une lettre de 4 pages, là, mais ça fait quand même une page et demie. Mettez-la. Il y en a qui joignent les articles du règlement concernés sur l'évaluation du rendement. C'est loin d'être une mauvaise idée. Là, c'est à votre goût. Ça, rendu là, on est dans le pointu. Mais ça, c'est l'étape la plus importante. T'sais, admettons quelqu'un qui fait ça un peu sa gueule, ne fait pas vraiment cueillette d'informations, il rédige une petite affaire sur un formulaire, puis il l'envoie, bien l'important, là, c'est qu'il l'ait envoyé. Bon, va mieux quelqu'un qui le fait consciencieusement, mais à la limite, là, retenez que ça, c'est l'étape névralgique et essentielle. Étape 4, réception et analyse des commentaires. Alors là, évidemment, ça présume qu'il m'en a envoyé. S'il ne m'en a pas envoyé, bien, l'étape, elle ne sert plus à rien. Merveilleux. Maintenant, il en envoie. Il en envoie, bien, la même personne qui a rédigé le rapport original doit le lire. Et là, la lecture, elle devient importante. Ouverture d'esprit, objectivité et se placer de son point de vue. Nous autres, les avocats, puis je me suis rendu compte de ça avec le temps, des fois, on est fâché quand on entend la version de l'autre partie sur le coup, parce qu'on se dit, c'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, c'est bien beau, là, mais tu sais, donnez-vous le droit de tout ça 5 minutes. C'est bon, ça fait du bien. Après, il faut relire, puis là, il faut lire autrement. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Ça a-tu de l'allure? Ça fait-tu du sens? Là, vous avez déjà toute la cueillette d'informations. Tu sais, des fois, ils nous disent quelque chose, puis noir sur blanc, nous autres, on a l'inverse. Bon, ce ne sera pas trop long. Maintenant, il peut vous amener des points que vous ne savez pas. Il peut vous dire quelque chose que vous ignorez. C'est sûr que si ça fait 3 ans que c'est les mêmes rengaines, bien, vous allez déjà savoir ce qu'il y a dans l'être. Mais ça se peut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui fasse en sorte que vous deviez vous repositionner sur les décisions que vous avez prises. Évidemment, les aspects à considérer, ça va être, est-ce qu'il me donne une justification? Et quelle est-elle, cette justification-là? As-tu de l'allure, cette justification-là? Est-ce qu'il me parle d'un certain partage de la responsabilité dans les problématiques? Est-ce qu'il me dit, c'était tellement pas clair ton Moses de contrat que j'ai bien fait comme je voulais, comme je pouvais, je t'ai demandé des informations, personne ne m'en a donné chez vous. Ah, oh, OK. Ou m'en a donné beaucoup trop tardivement, le mal était fait. Ça, c'est possible. Ou il dit, c'est toi le problème, mon ami. Ça se peut aussi. Là, là, vous allez devoir valider si effectivement c'est nous le problème. Mais comme je vous dis,
ça peut se faire rapidement ou ça peut nécessiter d'autres interventions, c'est-à-dire des vérifications complémentaires. Probablement que dans 90 ou 95 des cas, vous n'aurez pas besoin ou vous allez faire un téléphone. Mais peut-être que ça va vous demander un peu plus. Rendu là, l'important, c'est de vous dire, est-ce que je suis capable, moi, de répondre à ce qu'il dit? En quelques lignes, de lui dire, j'ai pris connaissance, malheureusement, nous ne partageons pas cette vision des choses. Ça se peut. Et là arrive la dernière étape qui va être plus longue ou très courte, c'est-à-dire, je révise mon rapport. S'il ne m'a rien dit, je vais réviser rapidement, puis je vais aller changer ma conclusion comme une conclusion finale. S'il m'a dit des choses, mais que j'ai tout tassé, ça va aller vite aussi. Si j'ai dû faire des enquêtes, des interventions possibles, bien là, il faut que je revoie mon rapport comme il faut. L'idée, ce n'est pas de changer votre version originale. En fait, j'ai le goût de vous dire, surtout pas. L'idée, c'est d'aller intégrer dans votre canevas une section à la suite de votre rapport puis de votre conclusion préliminaire où là, vous indiquez, puis moi, je trouve ça intéressant, j'ai transmis le rapport à monsieur, madame, telle date. J'ai reçu des commentaires ou je n'en ai pas reçu, auquel cas on va à la fin. J'ai reçu des commentaires, grosso modo, voici, puis grosso modo, voici ce que j'en pense. Là, le grosso modo peut être bien gros si ça n'a pas d'allure. En même temps, ça peut être très, très court. Et là, vous remplissez ce carré-là pour arriver à votre conclusion finale, tout simplement, qui, évidemment, va tenir compte du droit d'être entendu et de rétroagir du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services concerné. Alors là, votre travail est fini. En général, je ne peux pas vous dire que ça prend 5 minutes, là, ni une demi-heure. La première fois ou la fois que je décide de m'organiser dans mes outils, bien là, c'est sûr que ça me prend un peu plus de temps. Une fois que je suis organisée au niveau des outils, bien, ça va aller de plus en plus vite, mais il y aura toujours un temps d'analyse. Moi, j'en ai fait une qui nous a vraiment beaucoup appris dans notre organisation. Oui. Grâce à ça, on a retravaillé des clauses de nos appels d'offres, puis aujourd'hui, on se protège encore plus. Fait qu'on apprend beaucoup aussi dans ces situations-là, parce qu'effectivement, il y a des risques qu'on n'avait pas prévus, des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais aujourd'hui, on a vraiment grandement amélioré des trucs, puis c'était en construction, donc ça a beaucoup d'impact. Fait que je dirais que moi, j'ai appris quand même beaucoup d'avoir commencé à en faire. Ce que vous avez fait, en fait, c'est utiliser le levier de l'évaluation du rendement comme un levier d'amélioration continue. Oui, parce que ce qui est resté gris, parce qu'en fait, on a vraiment fait tout le processus, puis l'entrepreneur, finalement, on a arrêté parce qu'il y avait aussi un bon point de vue en bout de ligne. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses peut-être que nous, on disait, ça va de soi que ça doit se faire comme ça, mais c'était pas écrit que ça, même si ça va de soi. Puis ça nous a causé beaucoup de problèmes, ce contrat-là, mais à chaque fois qu'on fait des contrats similaires à celui-là, on le questionne autrement, puis on travaille plus fort notre devis, puis je trouve que ça nous a renforcés à ce niveau-là. Oui, tout à fait, mais c'est le principe de l'amélioration continue. Là, il y a un volet répressif par rapport aux fournisseurs. C'est utile par la suite, c'est ça? Oui, mais ça peut être utile, puis ça peut aller encore plus loin. Là, maintenant, en tout cas, c'est sûr que si vous parlez à quelqu'un du réseau de la santé qui, lui, fait de l'amélioration continue obligée tout le temps, là, pas nécessairement dans les contrats, mais dans toutes sortes d'affaires, il va vous dire c'est lourd, l'amélioration continue. Là. C'est sûr que ça prend du temps, mais il y a évidemment des conséquences intéressantes. Fait que sans aller jusqu'à une amélioration continue de nos services tout le temps, dans un processus formel, on peut utiliser ce processus-là lorsque requis pour aller travailler nos propres documents. Puis là, écoutez, c'est le meilleur des mondes rendu là. Je pense qu'il y avait une question là. Stéphanie, quand on remet à notre dirigeant notre lettre, est-ce qu'on doit donner la réponse du contractant? Bien, moi, je prétends que, là, ça va dépendre, parce qu'on arrive à cette étape-là, je vais répondre à votre question ici. Je peux-tu la réserver? Je vais répondre. Je vais y revenir, c'est intéressant comme question. Il y avait une autre question, je ne sais pas si c'était... Oui, j'ai un deuxième point, c'est que nous, avec un entrepreneur en construction, on a déjà voulu entamer ce processus-là. Puis le lendemain qu'il a reçu sa lettre, il nous a intenté une poursuite pour atteinte à sa réputation et diffamation. Des fois, ça nous refroidit un petit peu. D'où l'intérêt d'être neutre, d'avoir un processus impartial, puis de dire des affaires en lien avec le contrat. Tu
Tu sais, si je dis, dans ton contrat, tu devais arriver à 7h moins quart, puis tu es arrivé à 8h30 8 fois, j'atteins à quoi, là? À rien du tout. Mais plus je vais être dans les perceptions, les jugements de valeur, plus mon langage en écrivant mon rapport va pouvoir porter flanc à la réputation que j'attaque, puis même ça, je ne suis pas sûre qu'on a attaqué sa réputation rendue là, c'est une autre histoire. Mais plus vous allez être capable de dire, bien, écoutez, non seulement c'est prévu dans une loi, ça là c'est quand même pas rien, et j'ai utilisé tout un langage correct. Parce que c'est sûr qu'on peut atteindre la réputation de quelqu'un en disant la vérité. Ça, je pense que c'est acquis pour tout le monde. Hein? Je peux dire une vérité bien carrée, être trop carrée, puis je viens d'attaquer la réputation de quelqu'un. Mais c'est pas ça qu'on veut faire là-dedans. C'est sûr que le jeu de ce que vous avez subi, là c'est du... Comment? J'ai entendu ça cette semaine. Il parlait de c'était pas du terrorisme juridique, là, quand même, le mot est fort, là, mais c'était quasiment ça. C'était une espèce de pouvoir juridique. Puis là, c'était Hydro-Québec contre quelqu'un. Fait que là, c'est plutôt l'entrepreneur contre la commission scolaire, où on essaie de nous empêcher d'utiliser nos outils puis nos droits en nous faisant peur. Plus notre processus va être appuyé sur le règlement, sur ce que le règlement nous dit, sur la façon dont le législateur nous a permis de le faire, plus on va avoir quelqu'un de neutre, impartial, entre guillemets, qui le fait bien, sur la base d'informations véridiques recueillies, puis qu'on choisit nos batailles dans les contenus, il y aura beau nous menacer qu'il y aille. Et rendu là, à un moment donné, on va revenir tantôt sur le dirigeant, parce qu'il y a un enjeu au dirigeant, par exemple. Là. Il y avait une question là, après ça ici, puis après ça, je vais aller à l'étape du dirigeant. Bien, moi, je voulais juste savoir jusqu'où on va dans l'argumentation. Tu sais, parce qu'en fait, si on écrit une lettre, puis lui n'est pas d'accord, moi, je suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord. C'est tout. Non, ça arrête quand? Ça arrête là. Ça arrête là. Parce que j'ai un fournisseur que je nommerai pas, qui, lui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il est direct au Conseil du Trésor, là, il est branché direct là, pour se plaindre. Bien, il ira. Je veux dire, tant mieux, puis c'est le fun. Bientôt, on va avoir un beau processus officiel. Mais ça ne nous concerne pas, en guillemets, ce que je veux dire, c'est que ça ne concerne pas l'évaluation du rendement. Je lui envoie un rapport bien fait à l'étape où le législateur me demande de y envoyer. Lui a droit de me répondre. C'est tout. S'il continue de me répondre après, bien, à un moment donné, moi, je lui répondrai, c'est terminé, le processus est en cours, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Puis là... Je veux dire, la conclusion finale, c'est quand même un rapport d'insatisfaction, oui. Quand même. Mais si lui n'est pas d'accord avec ça, il y a deux choix, lui. Bien, là, à la limite, il peut essayer d'accéder au dirigeant. Ça, on ne pourra jamais l'empêcher. Ça, il le fait déjà. Oui. Je veux dire, si... Tu sais, moi, là, je viens d'une petite place, là, puis le dirigeant, là, il se faisait à côté au supermarché. Ça fait que c'est la vie, là, c'était comme ça. Mais, fait que j'imagine que ça existe encore aujourd'hui, 30 ans après. Fait que bref, ça se peut qu'il accède aux dirigeants. Une fois qu'on a dit ça, il peut aussi aller devant les tribunaux, mais on va y revenir à la fin tantôt, mais selon moi, la marge n'est pas grande. Puis est-ce qu'il pourra aller se plaindre? Bien, il ira se plaindre, là, je veux dire. Moi, j'aime ça quand ils se plaignent puis qu'on finit par avoir raison parce qu'on a fait un beau processus bien assis dans la loi et les règlements. Parce qu'à un moment donné, ça va arrêter tout ça, là. Bon, je continue. Y avait-il une autre question avant de passer au dirigeant? Dirigeant. Bon, là, mon rapport, il est final. Quand je dis mon rapport est final, c'est que la commission scolaire, dans l'organisation, elle a transmis, elle a reçu, elle a analysé les commentaires, elle a pris décision finale, elle a dit c'est insatisfaisant. Mettons. Là, il faut qu'elle aille au dirigeant. Évidemment, il faut qu'elle aille au dirigeant s'il y a un rendement insatisfaisant ou en TI, parce qu'en TI, on doit tout y aller. Est-ce que le RARC intervient ou pas? Ça va dépendre de votre organisation pour le moment. Peut-être que le dirigeant il va souhaiter que son RARC jette un coup d'œil, ne serait-ce que pour s'assurer que les étapes ont été bien remplies. Honnêtement, si un RARC décelait, par exemple, qu'on n'a pas respecté notre délai pour attendre les commentaires du fournisseur, ce serait le fun qu'on le sache avant que le dirigeant prenne sa décision. Bon, mais ça peut être aussi un checklist que le dirigeant se fait, ça peut être bien des affaires, là. Le RARC, évidemment, de par ses fonctions, c'est intéressant pour ça. Les éléments que va considérer le dirigeant, là, c'est des illustrations, ça dépend des dirigeants. Et chaque dirigeant, vous le savez, fait son travail comme il le veut. Alors moi, je pense qu'il faut qu'il regarde la nature des reproches. On est-tu des niaiseries, là? Hein? Les commentaires reçus.
je vais arriver à votre question, les comportements des partis, la crédibilité de tout ça, la démarche et le respect de la démarche. C'est ça qu'il va analyser pour dire, ben moi, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Il n'y a pas à se substituer, là. Il n'y a pas à dire, ah, moi, je suis d'accord pour des partis, mais pas pour d'autres. Si c'est ça, il dit non. C'est pas lui qui établit le rapport. Lui, il décide s'il le maintient ou non. C'est ça qu'il fait. Alors, évidemment, il doit le faire dans les 30 jours des commentaires. Il doit dire maintien, refus, et il n'a pas l'obligation, lui, d'écrire quelque chose. C'est vous autres qui l'avez écrit. C'est sûr que s'il vous dit « je ne suis pas d'accord », c'est non. Vous allez comprendre que ce que vous avez écrit, il n'est pas d'accord avec. Ah bien, il va peut-être vous en parler un petit peu plus, par exemple. Alors, première question, est-ce que je donne aux dirigeants les commentaires? Moi, honnêtement, je pense qu'il est important qu'il y ait minimalement un résumé de ces commentaires-là à même notre rapport final, comme je vous le propose. Cela étant dit, si vous ne le faites pas et que vous joignez les commentaires reçus du fournisseur, ça me convient tout à fait. De la même façon que si vous ne les mettez pas, mais que dans votre rapport, il y a la place réception des commentaires, résumé des commentaires, puis rétroaction sur les commentaires, puis que lui vous dit « j'aimerais ça lire les commentaires », vous y cacherez toujours bien pas. Hein? Fait que c'est pas obligé, mais ce qui est obligé, selon moi, puis là, selon l'équité procédurale, puis de façon à ce que votre dirigeant ait toute l'information, c'est qu'il puisse avoir accès minimalement à un résumé et, je vous dirais, au traitement que vous avez donné aux commentaires reçus. Fait que juste les commentaires, selon moi, c'est pas assez. Il faudrait lui dire aussi, c'est quoi j'ai fait avec ça? J'ai tout rejeté ça du revers de la main. Monsieur. Parfait. Deuxième question, puis là, je reviens à l'atteinte à la réputation. Qui est mon dirigeant? Alors, si mon dirigeant est le DG, n'a pas trop de problèmes sur la réputation. Hein? Si mon dirigeant, c'est l'exécutif, puis que l'exécutif sait qu'il y a quelque chose quand même là-dedans d'important, ben c'est toujours bien pas public. Qu'est-ce qu'on fait si c'est au conseil? Et que là, j'ai tout donné, et qu'ils l'ont déposé, ben là, ça devient public. Alors là, évidemment, votre contenu de rapport doit être vraiment, vraiment, vraiment clean. Est-ce que, puis posez-moi pas la question, est-ce que c'est accessible via la loi sur l'accès? Ça ne me tente pas d'y répondre. Puis je vous dis, quand la nouvelle loi sur l'accès va être arrivée, de toute façon, probablement que ça va être oui. Mais un coup qu'on s'est dit ça, pour le moment, il est clair que on peut garder ça, puis je ne vous dis pas, il ne faut pas que ce soit le Conseil des commissaires. Le législateur a décidé que c'était les commissaires, le plus haut dirigeant, puis il a décidé qu'il prenait une décision en lien avec ça. Donc, le législateur, dans sa sagesse, nécessairement, a compris que, comme il connaît la loi sur l'instruction publique, moi, je suis sûre qu'ils ont tous fait ça quand ils ont... Alors là, ils se sont dit, il va y avoir un rapport rendu public, séance tenante. Fait que, d'un point de vue de la loi, pas votre problème. Je reviens à la réputation, c'est encore l'application de la loi. Maintenant, y est-il possible de penser que ce serait mieux à l'exécutif ou aux dirigeants, pas pour cacher des choses, pas mon idée, mais pour assurer, dans le fond, un traitement correct de tout ce monde-là, notamment le co-contractant. Surtout que la décision pourrait être que le rendement, il refuse. Hein, on présume de sa décision là, en rendant public le rapport d'insatisfaction. Mais cela étant dit, c'était juste une réflexion. Alors, peut-être juste avoir à l'esprit qu'il y a des délais pour aller aux dirigeants, ce qui n'aide pas non plus aussi, hein, dépendamment des dates de conseil, puis vous ne maîtrisez pas tout le processus là. Parce qu'il y a une fin de contrat, il y a 60 jours, il y a une transmission des commentaires, il y a un 30 jours, il y a une analyse nécessaire, puis après ça, je vais aux dirigeants. Fait que là, quand même qu'on essaie de s'orienter avec nos dates de conseil, ça se pourrait qu'on passe. Alors, évidemment, ça, c'est une autre idée. Ce qui est important de savoir, bien, service, construction, pas TI. Rendement considéré satisfaisant si, dans les 30 jours, le dirigeant n'a pas décidé. TI, là, ça, c'est... Il faut le relire plusieurs fois, mais en tout cas, il est correct. Là. TI, si le fournisseur ou le prestataire de services de TI vous a fait des commentaires,
Rendement considéré conforme aux commentaires. Alors, ça veut dire que s'il me dit « Ah, je le sais que je n'ai pas été fort », tu sais, mettons le gars là, qui a fait le système Phoenix, là, où il fait un rapport. On y fait un rapport d'évaluation du rendement, puis là, il écrit « Je prends tout le blanc ». Bon, on n'a même pas besoin de monter aux dirigeants. Dans les 30 jours, ça va être considéré conforme aux commentaires, donc bien ordinaire. Cela étant dit, c'est rare que ça va arriver. Alors, TI, si rendement est satisfaisant et pas de commentaires, le rendement est considéré satisfaisant. Donc, c'est important d'être dans le délai pour aller au dirigeant, de façon à lui permettre d'exercer sa discrétion finale de vous dire oui ou de vous dire non, parce que sinon, votre processus n'a servi à rien. Et ça veut dire que votre appel d'offres qui va être en cours ou qu'il est en cours, bien, l'autre, il peut revenir en disant « C'est encore le plus bas. » Alors, évidemment, bon, ça peut être comique, là, comme ça, mais ça peut ne pas être le fun quand vous allez rappeler votre directeur d'école pour lui dire « Bien, c'est encore lui. » C'est pas tout à fait fini rendu là, par exemple, parce qu'il y a quand même une information qui doit se rendre au fournisseur. Il faut que je lui dise qu'est-ce que mon dirigeant a décidé. Et là encore, évidemment, l'objectif, c'est de l'aviser. Est-ce que ton rendement a été déclaré insatisfaisant, finalement, malgré tes commentaires, ou est-ce qu'il a été déclaré satisfaisant? Fait que c'est une lettre beaucoup moins longue. Encore là, une petite lettre modèle, c'est pas inutile d'en avoir une, en conservant la preuve de la transmission. Là, c'est moins névralgique, par exemple, mais quand même important qu'on puisse lui donner la rétroaction en lui disant, bien, je t'avise la décision du dirigeant. Peut-être que vous pouvez mettre le rapport final si ça vous tente. Vous n'êtes pas obligé. Pourquoi le rapport final? Bien, c'est le même que le premier, mais avec ses commentaires, votre rétroaction, ses commentaires, votre considération finale. J'ai vu dans certains questionnaires, je trouvais ça très intéressant aussi, que la fin du questionnaire, du rapport modèle, finalement, c'était la décision du dirigeant avec les dates. Pas inintéressant, document très, très complet, qui peut être transmis tel quel aux fournisseurs, aux prestataires de services, puis qui sait peut-être à la future autorité des marchés publics, ça va faire, peut-être qu'ils vont être contents. C'est ça qui est important. Rappelez-lui les conséquences. Attention, t'en as pour 2 ans là, à être sur un siège, disons, pas clair. Ça, c'est important. Parce que ça peut faire en sorte que cette entreprise-là décide de ne pas aller chercher vos prochains documents d'appel d'offres, de ne pas analyser les demandes que vous faites et de ne pas présenter une soumission. Ça va lui appartenir rendu là. Mais à tout le monde. On va leur dire vite, là. Se réserver la possibilité de refuser l'entreprise dans un appel d'offres, limitation autorisée à l'ouverture des marchés par le législateur, discrétion possible, mention dans les documents d'appel d'offres obligatoires, 2 ans. Là-dedans, on a discuté d'à peu près tout, mais il y a une chose sur laquelle je vais attirer votre attention. La discrétion possible. Quand l'évaluation, puis là, je parle pour moi, quand l'évaluation du rendement est arrivée avec les règlements, tout ça, puis qu'on a fait les premières analyses, tout de suite, on a vu que hey, c'est de l'admissibilité. Hein? Je peux empêcher quelqu'un d'être admissible pendant 2 ans. D'ailleurs, dans certains documents modèles, je ne peux pas vous dire tous, je ne les connais pas tous, mais dans plusieurs, en fait, que j'ai vus à une certaine époque, c'était comme ça. Condition d'admissibilité, ne pas avoir un rendement satisfaisant dans les 2 ans, machin. OK. La SIC a fait ça dans ses documents d'appel d'offres. Vous savez, la SIC, dans le fond, il se trouve à lancer beaucoup d'appels d'offres dans une année, compte tenu de leur fonction, dans beaucoup de régions. La SIC avait eu des difficultés avec ECOM dans le contrat de l'urgence, de la rénovation de l'urgence à l'Hôtel-Dieu de Québec, de Lévis. J'y vais de mémoire, là. Et ça avait tellement mal été qu'il avait fini avec une évaluation de rendement insatisfaisant, que ECOM a reçu. ECOM, je ne sais pas s'il avait fait fi de ça ou comment il avait réagi, mais en fait, toujours est-il que le prochain appel d'offres de la SIC, il avait soumissionné. Et là, on avait dit non, inadmissible 2 ans. Un autre appel d'offres, il soumissionne. Non, inadmissible 2 ans. 3e appel d'offres, non, inadmissible 2 ans. Et là, ça fait. Et là, ils sont allés à la Cour pour faire invalider le processus. Là, je ne me rappelle plus tout à fait de la Cour supérieure, vous me ferez grâce, mais la Cour d'appel, c'est allé jusqu'en appel. Et la Cour d'appel nous a donné de beaux enseignements. Le problème, c'est qu'on était sur une injonction. Puis quand on est sur une injonction, les tribunaux regardent des critères très, très précis, très particuliers,
Puis ça fait une décision intéressante, mais pas comme si c'était une décision sur le fond dans un litige, par exemple, en dommages et intérêts. Cela étant dit, qu'est-ce qu'a dit la Cour d'appel? Et comme prétendait d'une part que la SIC avait fait défaut de son droit d'être entendu, son équité procédurale. Première affaire que la Cour d'appel nous dit, non, le législateur, là, c'est pas un coco, là. Il a mis un processus là qui garantit l'équité procédurale, puis en autant que la SIC a respecté le processus, c'est correct. Bingo, merveilleux. Deuxièmement, et là, c'était plus important, et comme disait, ils me disent que j'ai fait une évaluation de rendement insatisfaisant, et ils m'empêchent automatiquement de soumissionner sur un appel d'offres, et ils n'ont pas le droit de faire ça. Moi, je vous le dis, après ça, la première fois, j'avais dit, non, là, c'est assez, ça fait. Là, finalement, tu lis la Cour d'appel, tu fais, c'est pas fou. Qu'est-ce qui n'est pas fou? Ce que Ecom disait à la Cour, le droit de l'organisme public que le législateur lui a réservé, c'est le droit de se réserver dans les documents d'appel d'offres la possibilité de refuser la soumission pour une période de 2 ans. Donc, pas de dire à l'avance, je ne veux plus rien savoir de toi pour 2 ans. De dire, décide, tu m'envoies une soumission ou tu ne me l'envoies pas. Puis moi, quand je vais la recevoir, je vais faire, lui. Et là, je vais me décider à savoir, est-ce que j'applique mon évaluation de rendement ou est-ce que je ne l'applique pas? Quand tu dis ça, tu te dis, voyons, c'est fou cette affaire-là, ça veut dire que moi, je pourrais les discriminer pour n'importe quel motif. Ben non, parce que dans la vie, on ne peut pas faire n'importe quoi pour n'importe quel motif. Il faut être raisonnable, il faut avoir une pertinence dans notre affaire. Donc, je vais être pertinent si ça fait 2 mois que tu es parti, que tu n'as jamais reconnu tes torts, puis que je sais très bien que ton entreprise est encore pareille, bien, c'est non. Je te l'ai dit, c'est non. 2 ans après, moins un jour, par exemple. Peut-être. Peut-être que tu es venu me rencontrer quelquefois. Peut-être qu'on s'est reparlé. Peut-être que tu as eu une autre job dans la commission scolaire voisine qui a très bien été. Peut-être que tu as revu ton entreprise. Peut-être que tu as vendu à ton voisin. Je ne sais pas. Tu as peut-être fait quelque chose qui fait que j'exerce ma discrétion autrement. Ce qui fait en sorte qu'on a vu des changements dans certains documents modèles où là, on quittait l'admissibilité en disant pas c'est de l'admissibilité, mais en se réservant le droit, comme le dit la Cour d'appel. Parce que c'est quand même la Cour d'appel, là. Est-ce que la Cour d'appel voulait dire que si on procède comme avant avec une admissibilité automatique, est-ce que je suis illégale? La Cour d'appel n'est pas allée jusque-là. Elle n'est pas allée jusque-là parce qu'elle était en injonction. Maintenant, je pense qu'il faut avoir à l'esprit l'ouverture de la Cour d'appel, de même que le fait que peut-être quelqu'un un jour va replaider ça. Mais rendu là, ça, il y a quelqu'un qui va être le joyeux luron qui va aller se promener à la Cour d'appel. Mais ça ne sera pas tout le monde. Il va y en avoir un qui va payer pour les autres, mais on va avoir une réponse claire un jour. Ça va? Dernière affaire que je veux vous dire. Il y en a quelques-uns qui se sont essayés à aller devant les tribunaux avec la question de l'évaluation du rendement. Bon, il y a Ecom qui a fait un tabac, mais ça arrive. Les autres, ça s'est plutôt bien déroulé pour les organismes publics. Ça s'est plutôt bien déroulé parce que l'organisme public a réussi à démontrer qu'il avait suivi le processus, qu'il n'avait pas écrit des niaiseries dans son rapport, puis qu'il avait bien considéré les commentaires reçus. Puis les tribunaux ont dit, bien là, c'est ça. Mais si tu veux, c'est écrit dans le règlement. Ce qui est clair, par exemple, et ça c'est la Cour d'appel aussi, c'est que sans évaluation du rendement, vous ne pouvez pas décider, je t'aime pas à face, tu ne viens pas chez nous. Vous ne pouvez plus. Puis là, quand je dis « je t'aime pas à face », écrit de même, c'est bête, là. Mais mettons, on est en litige, on est en guerre commerciale, toi et moi, on se parle à coup de mise en demeure, bien, c'est dommage, mais ce n'est pas un motif. La Cour d'appel a dit « ça ne peut pas être un motif, c'est le droit de toute personne de s'ostiner avec l'autre pour avoir raison. » C'est bien. Alors, on ne peut donc pas y aller sur ce point-là, même si je peux très bien comprendre qu'il n'y ait pas de service de qualité. Puis plus tu vas être en service, justement, en contrat de service, plus c'est difficile d'être obligé de faire affaire avec quelqu'un avec qui tu te chicanes le lendemain matin. Bon, je pense que ça ne prend pas la tête à Papineau pour le penser, d'où l'importance de l'évaluation du rendement. Faites-en. Essayez.
c'est les premiers. Faites-vous des outils, faites-vous des modèles. Prenez-vous pas pour Molière, c'est pas nécessaire. Mais prenez-vous pour des gens consciencieux des étapes et surtout de la considération du fournisseur pour ce qu'il va vous dire. Puis peut-être que ce qu'il vous dit, vous le retiendrez juste pas, c'est tout. Je reviens à l'histoire de la Cour d'appel. Bon, on comprend que c'est dans une histoire de gros contrats, puis bon, les coms et compagnie, là. Mais on a fait l'exercice en bonne et due forme, mettons, de faire une évaluation de rendement de XY. On dépose ça. Et là, il nous amène en cours. Et mettons qu'il arriverait une décision comme ça. De dire une décision, de dire tu pourrais considérer le reprendre au bout d'un an au lieu de 2 ans. Non. Ben, en fait, les tribunaux, parce que là, c'est vraiment les règles, c'est que le seul recours qui est comme possible, parce que le législateur n'a pas donné de droit, par exemple, au tribunal administratif, ce qu'il fait dans ce genre d'affaires-là, habituellement, c'est qu'il dit, tu veux contester, tu vas au tribunal administratif. Là, il a décidé de ne pas le faire pour des raisons, à mon avis, assez évidentes, de vous mettre dans le trouble tout le temps. Parce que là, c'est sûr que vous en feriez probablement pas souvent. Alors, on réserverait donc l'évaluation du rendement pour Hydro-Québec puis une couple d'affaires de même. Fait que ça, c'est avantageux. Par contre, il existe toujours le droit divin de la Cour suprême d'aller regarder si une organisation publique a agi dans les limites acceptables. Les limites acceptables étant la raisonnabilité, la pertinence, la bonne foi. Fait que si je pense que vous avez fait un abus de droit, c'est-à-dire quelqu'un qui a monté une preuve puis que c'était vraiment pour nuire à quelqu'un, le diffamer, tout ça, c'est clair que le tribunal il va intervenir, mais il n'interviendra pas en disant c'est 1 an au lieu de 2. Je pense qu'il n'aurait pas le droit de faire ça. Ça serait tout ou pantoute. Il dirait, par exemple, peut-être, j'annule la décision. Donc, le rendement est considéré satisfaisant. Et là, qu'est-ce que ça va donner à la personne? C'est ça la question. Ça va prendre 2 ans d'avoir une décision de même. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que mon 2 ans va être passé. Puis est-ce qu'il va être capable, en 2 ans, de dire il y a eu 8 appels d'offres? Une affaire comme la SIC, oui. C'est ça qui fait que c'est intéressant pour Écom. Écom est gros, il est partout. La SIC aussi. Donc, je suis capable d'aller dire, bien, ça se peut pas que c'est 100 appels d'offres, j'en aurais eu aucun. J'en ai toujours eu au moins 30 par année, maintenant. Là, il y aurait quelque chose. Mais nous, je veux dire, on n'a pas assez des donneurs d'ouvrage. Puis comment il pourrait dire, par exemple, ben, tu m'as enlevé mon contrat de livraison de boulons, la commission scolaire a racheté des boulons. Oui, mais c'est toi qui l'as eu. Ce serait-tu toi qui l'aurais eu? Peut-être pas. Fait que là, ça devient comme un processus inutile un peu. Puis vous savez, c'est des gens d'affaires, là, les fournisseurs, entrepreneurs, tout ça, ils n'ont pas de temps nécessairement à mettre là-dessus. Mais il va s'en trouver des fois. Qu'est-ce qu'on fait, Stéphanie, avec les entreprises à tête multiple? C'est-à-dire Les consortiums? Non, une compagnie qu'on déclare insatisfaisante et qui ont quand même un pendant sur un autre nom, puis ils repartent, puis ils soumissionnent avec un autre nom. Bien, là, je vais être un avocat plate, là. Mais le Code civil il a déterminé que si tu étais une personne morale, c'est la personne morale qui est affectée, non pas ses administrateurs. Si le législateur veut qu'on aille jusque-là, il va nous le dire, comme il le fait pour l'AMF, mais comme il le fait pour l'autorisation de contracter, comme il le fait pour le RENA. Je veux dire, le législateur est capable de mettre des règles qui nous permettent la levée du voile corporatif quand il le souhaite. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est mon constat. Donc, il nous reste uniquement la possibilité de lever le voile corporatif quand je suis dans des cas prévus au Code civil, fraude, machin. Mais là, il faut le prouver, là. Là, on peut s'acheter du trouble. Un peu plus. Alors oui, il y a une limite à ça. Il y a une limite. C'est la même limite aussi sur le consortium, parce que c'est le consortium qui a été déclaré sur l'évaluation du rendement. À moins que je ferais une évaluation de rendement pour une partie du consortium. Puis là, ils sont solidaires, ces gens-là. Les règles juridiques, hein, puis ça, là, ça fait beaucoup appel à des règles de common law, parce que par exemple, le consortium, c'est quelque chose en droit civil qui existe sous des formes autres. C'est toute l'importance du commercial, ça. Et notre loi puis nos règles du Code civil, ça ne s'arrime pas toujours ensemble. Je pense que ça va venir avec le temps. Mais j'ai le goût de vous dire, on ne l'utilise déjà pas pour les entreprises qu'on a avec nous autres. Tu sais, c'est peut-être pas priorité d'aller chercher ces petits cas-là, là. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Quand on l'utilisera super bien, ça va bien aller. Moi, ça fait le tour.